J'ai toujours aimé les montagnes. Ce sentiment de petitesse qui nous prend lorsque nous sommes devant les sommets immobiles. Ces mastodontes de roches, pour qui le temps et les années sont de douces caresses, nous parlent d'un ailleurs. Et puis, enracinés dans la terre, les montagnes sont capables de toucher le ciel. Mais arrivé à leur sommet, on se rend compte que le ciel est encore loin. Malgré tous ces efforts, la terre ne peut être le ciel. Au long de son périple, le philosophe va devoir affronter une déconvenue radicale. Il désire connaître, il désire tout connaître. Et pourtant le monde, la nature, l'être, semblent se refuser à sa compréhension. Ainsi vient la deuxième épreuve du philosophe. L'intelligence humaine a atteint des sommets quant à la maîtrise du monde, quant à la maîtrise de la technique et quant à la connaissance et à la compréhension du monde. L'homme est constamment en quête de savoir, une curiosité débordante l'anime et c'est ça qui fait sa spécificité. Je suis prêt à parier que tu considères qu'aujourd'hui, nous sommes dans une meilleure adéquation au réel qu'au temps du Moyen-Âge ou qu'au temps de l'Antiquité. Et pour une certaine partie, c'est assez vrai. C'est-à-dire que nous avons amélioré notre connaissance du monde dans sa précision. Nous sommes capables d'observer les choses avec beaucoup plus de détails et donc de mesurer les choses avec davantage d'acuité. Sauf qu'il y a une chose que tu dois vraiment comprendre. Le désir de connaître est éminemment personnel. Une culture ne connaît pas, une société en tant que telle n'apprend rien. Ainsi, l'apprentissage est personnel. Nous devons refaire en permanence ce que nos aînés ont déjà accompli précédemment. La seule chose, c'est que nous le faisons souvent plus vite, puisque nos anciens ont trouvé des raccourcis, des manières d'aller plus vite dans l'apprentissage. Mais l'apprentissage reste le nôtre. Ainsi, il y a une première erreur de laquelle doit se défaire le philosophe, ou plutôt celui qui entre en philosophie, c'est celle de croire que sa société est suffisamment évoluée pour ne pas avoir à tout recommencer à zéro. Le philosophe doit tout reprendre à zéro. Les sommets que représente la création par exemple d'un smartphone ou la création d'une plateforme telle que YouTube ne sont atteints que par un petit nombre de personnes. La plupart des personnes vivant dans cette société ne savent même pas comment fonctionne le cinquième d'un smartphone ou comment a été réalisée la plateforme YouTube. Si tu te lances en philosophie, il va donc falloir que tu reviennes à un état originel de connaissance, c'est-à-dire au fait de ne pas avoir d'a priori sur toutes les choses qui t'entourent. Ainsi, il va falloir apprendre à cultiver une vertu qui n'est pas simple à atteindre, qui n'est pas simple à obtenir, celle de l'humilité, celle de savoir véritablement reconnaître là où je ne sais pas et là où je sais. Nous ne sommes pas encore à la deuxième épreuve du philosophe. On s'approche, mais on n'y est pas encore. Alors il va s'agir de plonger un petit peu. La deuxième épreuve du philosophe est assez rude, parce qu'elle se greffe sur ce qui a été à l'origine de sa vocation, à savoir son désir de connaissance. La plupart des personnes de notre société occidentale sont des blasés de la connaissance, c'est-à-dire qu'ils considèrent déjà que l'on ne peut rien connaître. Sauf que les rares exceptions qui se lancent dans la vocation philosophique se heurtent à un mur. Il y a des domaines où l'intelligence humaine doit s'arrêter, doit accepter de ne pas pouvoir aller au-delà. Il y a des énigmes dans notre monde, il y a des choses qui vont résister à notre faculté de connaissance et de compréhension. Il faut bien distinguer ce qui est difficile dans la connaissance et la compréhension et ce qui est impossible à connaître. Résoudre la question de savoir si le monde est en expansion ou bien est immobile, bien que ses parties bougent, est difficile.
mais pas impossible. Il est pourtant des compréhensions et des connaissances qui nous échappent alors que nous y aspirons. Cette chose impossible à comprendre, c'est la saisie singulière de la nature d'une chose. Entendons-nous bien, je ne dis pas que l'on ne peut pas connaître la nature des choses. Évidemment qu'on peut la connaître, dans son aspect générique, dans son aspect universel. Par exemple, lorsque je dis qu'une mouche est un animal, je dis bien sa nature. En revanche, lorsque je veux savoir ce qu'est la mouchéité de la mouche, je ne l'ai pas. De la même manière, saisir l'essence de tel ou tel individu m'est impossible. Pour ce faire, il aurait fallu que je sois à l'origine, que je sois le créateur, que je sois l'artisan qui a fait que telle chose est telle chose. Or, notre intelligence désire connaître la nature des choses dans leur spécificité, dans le fait qu'elles sont telle ou telle chose et non pas dans leur aspect générique. Et cela consiste en une véritable épreuve puisque nous n'allons pas pouvoir saisir la chose comme nous souhaiterions la saisir. Et il y a une grande tentation qui va suivre. C'est la tentation de notre science actuelle qui pense pouvoir saisir ce qu'est une biche, un cerf, un oiseau en disséquant l'oiseau. On le voit bien en médecine, certains hommes vont rechercher pour créer de nouveaux virus dans le but de savoir comment nous pouvons résister. Ou aussi vont modifier le code génétique dans le but de mieux nous connaître, dans le but d'essayer de mieux nous saisir. De la même manière, en physique, on va s'amuser à détruire des particules dans le but de voir quel est le résidu qui va rester et pouvoir en apprendre un petit peu plus sur elles. Ainsi, l'être humain frustré de ne pouvoir connaître va se mettre à détruire ce qu'il cherche à pénétrer. Les Grecs disaient « La nature aime à se cacher ». Et Isis, chez les Égyptiens, déesse de la nature et de la vie, est souvent représentée avec un ou plusieurs voiles sur le visage. Cette sagesse antique a pour vocation de nous signifier qu'en présence des choses à connaître, nous devons avancer avec délicatesse, au risque de tout détruire dans notre quête de connaissances. Pendant mes études de licence, un de mes amis m'avait raconté une histoire qui mettait en scène deux personnages. Il y avait un agriculteur au bord de son champ et puis un intellectuel brillant à côté de lui. Et pendant une demi-heure, cet intellectuel n'avait fait que parler de ce qu'était la nature, de ce qu'étaient les graines qui poussaient, de ce qu'était finalement la démonstration d'un premier moteur, etc. Passé cette demi-heure pendant laquelle l'agriculteur était resté silencieux, un silence s'installe une fois que l'intellectuel n'arrive plus à parler. Après quelques minutes de silence, l'agriculteur se tourne vers cet intellectuel et lui déclare « On ne peut pas tout comprendre, mais on peut tout offrir ». Le parcours du philosophe est celui qui va le faire rentrer petit à petit dans une démarche de contemplation. En réalité, nous sommes un petit peu comme des poissons qui sont dans un bocal et qui aimeraient en sortir afin de pouvoir regarder leur environnement de l'extérieur. Nous sommes partie prenante de ce monde et de cet univers. Et ainsi, c'est au sein de cet univers, au travers de nos facultés intellectuelles, que nous devons nous réaliser. Cette réalisation ne se fait pas à la manière des artisans qui vont essayer d'envisager une œuvre dans la mesure où ils ont été capables de la faire. Nous ne sommes pas à l'origine de ce monde. Et même, ce monde était là avant nous, il sera là après nous. Il suffit de regarder la complexité d'un insecte qui vole, ou le charme ou la beauté de tous ces épis qui dansent dans le vent pour se rendre compte que nous ne sommes qu'un maillon dans ce monde. Ainsi, nos facultés de connaissance n'ont pas pour but d'essayer de pénétrer le mystère de la nature, mais d'essayer de la contempler. L'auteur du Seigneur des Anneaux, Tolkien, déclarait que ce n'est pas en démontant pierre après pierre une tour qu'on saisit ce qu'est la tour. Mais c'est bien en saisissant quelle a été la volonté de l'artisan qui l'a bâtie, et puis aussi quelle est sa place, quelle est sa beauté dans l'ensemble du paysage, que l'on va saisir ce qu'est une tour.
Ce n'est pas en disséquant un cerf que l'on comprend ce qu'est un cerf, ce n'est pas en explosant une particule qu'on en comprend la beauté et la complexité. L'être humain est fait pour contempler le monde qui l'entoure dans sa beauté, dans son âpreté et aussi en faisant un aveu d'ignorance. Nous ne pourrons pas tout connaître, mais nous pourrons tout contempler. Mais alors qu'est-ce que c'est que la contemplation ? La contemplation, c'est une activité intellectuelle qui nous permet de saisir les choses dans leurs causes les plus hautes. Attention, cette activité intellectuelle ne nécessite pas forcément du langage. Vous avez sûrement vécu cette expérience lorsque vous écoutez une musique, de vouloir vous baigner dans cette musique, d'en comprendre complètement l'ordre, d'en être en parfaite adéquation avec elle. De la même manière, lorsque vous escaladez une montagne, que vous arrivez à son sommet, que vous voyez l'ensemble de ce paysage, il y a en vous quelque chose qui se produit et qui peut se caractériser aussi par une certaine mélancolie, une certaine tristesse, parce que vous contemplez quelque chose. Vous observez quelque chose et vous en saisissez l'harmonie profonde, l'ordre profond. Et vous souhaitez y communier, vous souhaitez y être unis. Ainsi, la deuxième épreuve du philosophe est une occasion à saisir. L'occasion de changer son regard sur les choses. Il ne s'agit plus de connaître pour résoudre les énigmes du monde. Il ne s'agit pas de comprendre la nature pour la maîtriser, mais il s'agit de contempler les choses et de les laisser être ce qu'elles sont dans leur nature profonde. S'éveillant ainsi à un nouveau monde, le philosophe sort de la caverne et fait la jonction entre la terre et le ciel.